Jacques Gaillotti, tu es dans le cadre de l'exposition Friction à Antony. Tu nous as apporté et tu présentes des photos. Est-ce que tu peux nous dire quel est le sens de cette recherche et comment ça t'a été conduit à réaliser ces pièces-là? Cette recherche photographique est issue d'une exposition que j'ai vue à la Bibliothèque nationale. Je crois que c'était en 2002. Et le titre de l'exposition était la naissance du calotype. Le calotype, c'est le négatif en photo. Et le calotype a été utilisé par les photographes, les premiers photographes, qui ont été photographiés les pyramides. Et cette exposition m'avait énormément touché. Et je voulais quelque part, je voulais tenter une expérience à mon niveau de pionnier. Et donc j'ai trouvé ces pièces métalliques qui s'apparentent à des monuments, des structures oubliées. En plus, il y avait des lectures, par exemple, de Coetzee, En attendant les barbares, où des forteresses ont été construites pour attendre les barbares. Les barbares ne sont jamais arrivés et c'est des ruines. Et donc, j'ai essayé de faire ce travail et à cette spécificité. Et alors, pour aller un petit peu plus loin dans le cadre de ce travail, j'ai eu l'occasion d'acheter une chambre en bois, grand format, et donc j'ai travaillé comme les premiers photographes avec des négatifs papier. Voilà. Donc il y a vraiment, à la fois dans ta technique, le côté primitif qui ressort d'ailleurs dans les pièces que tu nous montres. Oui, c'est ça, complètement, oui. Je ne fais pas que ça, puisque je fais la gravure taille douce, oui. Niveau matière, on retrouve un petit peu dans ces photos l'esprit de la gravure. D'ailleurs que j'ai transposé quelques photos en gravure. D'accord. Voilà. Et comment tu arrives à avoir ces noirs qui sont vraiment très intenses? Un travail sur le tirage ou... C'est un travail sur le tirage, oui. Alors le tirage, là je m'écarte un petit peu des primitifs, puisque j'ai un négatif papier que je scanne, enfin un grand négatif qui fait 18-24, que je scanne, et à ce moment-là, l'informatique me permet de donner, rendre la photo que j'imagine. Anna, tu participes à l'exposition Friction qui se déroule à Antony. Je sais que tu as pensé ton travail depuis assez longtemps. J'aimerais que tu puisses nous en parler pour expliciter un petit peu ta démarche. Donc c'est une série de 24 images qui s'appelle Paysage artificiel. Paysage artificiel, c'est une expression qui vient d'un livre de Marc Desportes qui s'appelle Paysage en mouvement. C'est un livre qui raconte comment notre perception du paysage il a évolué avec tous les progrès qui ont été faits dans le transport. Donc il part de la diligence au train et il finit par la voiture. Et justement, quand le train est arrivé, il raconte qu'on a critiqué en disant que le paysage qui était traversé par le train, c'était un paysage artificiel, puisqu'on traversait la nature de manière mécanique, avec une seule et même destination fixe. Cette critique qui a été faite comme ça d'un sacrilège, je trouvais que c'était intéressant de la mettre en comparaison avec la critique qui a été faite de la photographie et plus tard du cinéma, comme quoi c'était pas un art, c'était plus la main de l'homme qui créait, et effectivement il y avait encore ce sacrilège. Et du coup, j'ai voulu confronter ces deux espaces, la salle de cinéma et le wagon de train. Donc c'est une partie de mon inspiration. Et après, personnellement, moi j'ai un grand plaisir à faire des voyages en train. Et j'ai voulu me poser la question, comment ça conditionnait mon regard sur le paysage. Parce que tout d'un coup, le train, il y a une espèce de contemplation qui s'installe. Et contemplation, à première vue, ça a l'air d'être quelque chose qui impose une certaine longueur.
alors que quand on est dans un train, le paysage, on ne fait que on fait que poser des coups d'œil. Oui. Et il y a quelque chose de rapide comme ça qui se passe, qui est presque... Quelque part, l'image, elle est déjà presque précadrée. Voilà, avec... voilà, on est dans le même dispositif comme on est au cinéma, on est face comme un écran, la fenêtre, même si bon, on n'est pas frontal, on est sur le côté, mais ça aussi, ça m'intéressait voilà, de jouer sur Des perceptions. Voilà, des perceptions qu'on avait et des comparaisons entre ces deux univers. Quand tu t'es montré partante pour participer à cette exposition fiction-friction, tu m'as dit que tu avais réalisé un travail, que tu as tenté de m'expliquer. Enfin, tu as tenté de m'expliquer de quelles images il allait s'agir, et j'avoue que je n'arrivais pas du tout à me les représenter. Et maintenant que nous sommes devant, tu vas pouvoir nous expliquer quelle a été ton propos, et même techniquement comment tu t'y es pris, pourquoi pas, pour répondre à la curiosité des gens qui vont visiter. D'accord. C'est un petit travail très simple. J'ai toujours aimé photographier l'architecture, et j'ai eu envie de photographier les choses qui sont près de nous et qui sont très communes à tous, à savoir les monuments de Paris. Ça s'est recoupé avec une idée que j'ai eue un peu par hasard de photographier à travers un objet en verre. J'en ai eu un entre les mains à un moment, c'était une boule de verre. Et j'ai commencé à faire des photos de l'immeuble qui était en face de chez moi avec la boule dans la main. J'ai vu que tout ça s'inversait, que c'était joli, qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis j'ai cherché d'autres objets en verre, des loupes de différentes tailles, pour qu'en fait ça soit compatible avec les appareils numériques d'aujourd'hui et qu'on puisse voir à travers des paysages très ordinaires de Paris. Mais j'ai choisi une lumière très, très atone, très grise, pour éviter le côté carte postale que je trouve trop plan-plan. Et donc j'ai mélangé donc cette petite technique avec le verre et l'idée de photographier les monuments de Paris. Ça s'est installé doucement, et là en fait j'ai toujours le même objet en verre, rectangulaire, qui est assez épais et qui vraiment redonne l'image nette de ce qu'il y a derrière. Ça m'a fait penser, en même temps que je le faisais, ça m'a refait penser au grand plaisir que j'avais à travailler avec les appareils grand format, dans lesquels, quand on met la tête sous le voile noir, on a la représentation inversée du haut et du bas, et de la droite et de la gauche, et donc on perd nos repères, et on a une vision poétique et décalée du monde qui est pour autant juste devant nous. Donc là, en réutilisant un appareil numérique d'aujourd'hui qui n'a pas du tout cette magie, j'ai essayé en même temps d'inverser la sensation qu'on a en regardant des choses très ordinaires. Voilà. Alors tu faisais allusion à des appareils grand format, et là, donc curieusement, tu proposes des photos de petits formats. Jacques, tu participes à l'exposition Friction Antony, tu as porté deux fort belles images d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu as conçu ces photos, et ce qui t'a amené à les présenter de cette manière? Alors donc il s'agit du thème de fiction-friction. Donc l'idée c'était de montrer des images du réel avec quelque chose qui semble pas tout à fait normal. En l'occurrence, il s'agit manifestement de mise en scène. Je pense qu'aucun spectateur ne peut être abusé sur ce fait. Et fiction, en fait, je suis assez accro à un auteur de fiction qui s'appelle Ballard, qui n'est pas forcément très connu, mais qui est connu à travers un livre qu'il a écrit qui s'appelle Crash, qui a donné lieu à un film de Cronenberg, où il est beaucoup question d'accidents d'automobiles et de corps, où on retrouve des mélanges de tôle froissée, de chair blessée, perforée, d'écoulement d'huile, de liquide de refroidissement, de sang, etc. Et partant de cet univers, moi je fais une proposition évidemment beaucoup plus calme,
pour laisser aux spectateurs le soin de reconstituer éventuellement ce qui a pu se passer, ce qui aurait pu se passer et ce qu'on pourrait découvrir. Sachant que la littérature a un pouvoir de description tellement plus puissant que l'image, il est impossible par l'image de reproduire tout ce que Ballard a décrit. Et même dans le film de Cronenberg, s'il a quand même atteint un certain niveau de perfection, moins d'aboutissement, on est encore loin de ce que la littérature peut raconter. Et j'avais entendu dire que Ballard, qui est décédé il y a quelques années, mais qui a eu l'occasion de voir le film de Cronenberg, aurait dit à la sortie du film, à la fois comme hommage et comme réserve, dire le roman commence là où le film s'arrête. Par ailleurs, Ballard a aussi écrit des nouvelles qui ont un titre qui s'appelle Appareil volant à basse altitude, et ça fait partie d'une proposition légère aussi qui se retrouvera dans l'espace. C'est que je trouve qu'il y a une forme de quiétude finalement dans ces images. Je dirais que, je ne sais pas si des gens ici ont été déjà mis dans des situations comme ça d'accidents plus ou moins importants, plutôt peu importants, mais il y a après l'événement, il y a quand même un grand silence qu'on éprouve, soit après le bruit du choc, soit le fait qu'on arrive dans une immobilité. Voilà. Des choses qu'on éprouve quand on est enfant, quand on tombe de vélo, plus grand si on fait une chute en ski, en moto, n'importe quoi. Le moment où l'événement s'arrête, on est dans un calme absolu. Voilà. Ouais, ça transparaît dans tes images. Donc ça transparaît où effectivement l'image est arrêtée. Voilà. Bon, Julie, tu participes à l'exposition Friction qui se déroule à Antony à partir du 25 octobre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as conçu ces images qui sont, moi je trouve assez étonnantes au regard des personnages qui sont dans des univers un peu improbables. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc c'est une série que j'ai intitulée V-Lands, si on parle en français, ou W-Lands pour la version anglaise. Et en fait, je me suis intéressée aux lieux non affectés à un usage dans la ville, parce que la ville, elle reconstruit toujours sur elle-même, notamment en France, on a peu d'espaces urbains qui soient disponibles et qui ne soient pas affectés soit à un usage social ou d'habitat. Donc j'ai cherché ce qu'on appelle aussi les dents creuses en architecture, et en anglais ça se dit wastelands, et j'ai placé des femmes, donc des women, dans les wastelands. Et c'était aussi avec l'histoire des No Man's Lands. Là, c'était des femmes que j'avais placées dans les No Man's Lands. Et elles attendent. Moi, je suis obsédée par le temps qui passe, le temps qui ne s'arrête jamais. Et là, c'était cette histoire de lieu transitoire. Et d'ailleurs, dans la plupart des photos que j'ai prises, certains lieux n'existent plus aujourd'hui parce qu'ils ont été détruits, reconstruits. Et donc, quand je repasse 6 mois après et que, je vois que le lieu n'existe plus en tant que tel, je me dis que la photo, elle était bien dans le principe de la série. Pourquoi ces images-là, finalement, alors qu'il y a peut-être une forme de tristesse un peu de l'urbanisation qui est à laisser un peu à l'abandon, les personnages qui viennent s'inscrire dans cet univers n'ont pas l'air réellement abandonnés. Elles sont là, mais je veux dire, elles sont pas... Oui, moi je suis pas quelqu'un de triste, donc quand je parle à des modèles, de toute façon, ça se passe dans la bonne humeur. Mais il y a quand même l'idée peut-être de la fiction. J'ai pas fait ces photos-là pour raconter des histoires. C'est plutôt des images mentales que j'ai et puis que j'essaie de recréer, un peu comme dans de la fiction. Mais j'avais quand même en tête l'espèce d'errance dans un lieu clos, qui ne l'est pas en fait. Mais dans mes rêves les plus fous, j'aurais bien imaginé montrer les photos sous une bulle... des cloches grandeur nature, voilà, c'était donc ce qu'on tissait entre le modèle, ce que je tissais avec le modèle, c'était plus une forme d'errance dans les lieux. On ne sait pas ce qu'elles font. Est-ce qu'elles est-ce qu'elles personnifient le lieu, ou est-ce qu'elles sont simplement elles-mêmes en train d'errer ou d'attendre. Je racontais des choses différentes à chaque modèle de toute façon. Tu as répondu avec enthousiasme à cette invitation d'une exposition photo.
intitulé Fiction Friction. On connaît surtout ton travail à travers la sculpture, où tu réalises des objets, des personnages de toute taille. Ton travail photographique, donc on l'a découvert à l'occasion. Les sujets sont toujours les mêmes, le sujet humain. Donc c'est celui que j'aborde principalement en sculpture, des archétypes, dans une technique qui fait qu'il y a une légèreté, que le regard passe, qu'il y a une impression de mélange entre le dedans, dehors, quelque chose le regard passe toujours à travers les sculptures. Elles sont transparentes, il y a quelque chose de l'ordre de la continuité et ce n'est pas de la masse. Je dis ça parce que ça peut concerner ça concerne la photographie. Quand je fais la photographie, surtout quand je l'ai développée, c'est venu comme ça. C'est donc une base argentique, une prise de vue argentique, un développement argentique. Et quand dans le bain est venue la photographie est apparue, c'est dans ce minimum de définition qu'elle m'a plu. Donc de la même manière que je fais des sculptures blanches et transparentes, c'était un minimum de blanc. C'est comme si je pouvais travailler avec une seule gamme de gris et définir malgré tout un visage avec une seule gamme de gris. Et un souci qui est celui inverse de celui des sculptures, de ne pas avoir de lignes. Dans les sculptures, j'ai ce souci de devoir avoir des lignes obligées, des lignes de raccord de la matière. Elle me pose souci, j'aimerais qu'elle se fasse sans. Et c'est comme si je faisais en photographie un idéal de ce que je ne fais pas en sculpture. Mais aussi c'est quelque chose qui me touche, qui est de l'ordre du sfumato. Mais un sfumato inverse, parce que Léonard de Vinci, son sfumato, on dit que c'est la grâce. C'est-à-dire les plans se marient et ont beaucoup de douceur entre un plan d'un nez, d'une oreille et à l'arrière. Et donc le modelé est ce qui définit une sorte de douceur du visage, par exemple, de la Joconde. Et là, c'est un sfumato au blanc, c'est-à-dire il n'y a qu'un modelé, il n'y a pas de ligne. C'est pour ça qu'ils ont les yeux fermés. Les yeux sont trop présents déjà. Je voulais une sorte de présence plus de l'être que du moment, que des yeux. Les yeux ouverts, c'est très vivant, donc, et c'est très momentané. Donc je suis toujours plutôt dans un autre moment de l'être. Et de cette manière-là, je pense que je rejoins la thématique que vous voulez pour cette exposition de fiction-friction, de cette humanité, mais qui apparaît dans une autre chose que dans son apparence immédiate, dans une apparence presque plus générale. Cette série, tu l'as appelée White Spirit. Donc tu cherches à montrer quelque chose d'immatériel. Et pour toi, ces personnages, ils sont de ce monde ou pas? Ils sont vivants ou ils sont... Oui, c'est la même problématique que pour les sculptures. C'est comme si je cherchais à tendre le plus possible un élastique entre une réalité, enfin une précision, c'est-à-dire la sculpture est donnée dans une certaine précision, et une absence. Donc une sorte de présence-absence, comme si les détails, le plonge, là on voit malgré tout bien, il y a des yeux, il y a une bouche, tout est assez précis. Si j'ai pas cette précision, c'est pas suffisant. Et en même temps, une sorte de distance avec une absence. Peut-être on disait qu'à un moment donné, si on arrivait à aller plus vite que la vitesse de la lumière, on pourrait voir des images disparues. Voir quelque chose en passe de disparaître, c'est le voir doublement et avec plus de fin, je trouve, plongé dans sa réalité, dans le moment. On n'est pas nostalgique de notre présent. Le présent, on le vit. Or, cette distance-là permettrait presque d'être nostalgique de son présent, ou en tout cas de le regarder avec acuité plus. Les gens qui te connaissent t'imaginent plutôt dans une certaine sobriété, une certaine réserve, une discrétion. Et là, tu nous proposes des images en couleur, vibrantes. Et donc, comment tu nous expliques cette arrivée dans cet univers, dans un espace aussi dynamique, coloré et chatoyant? Alors, je vais essayer d'en répondre
dirais, enfin d'une manière simple à ta question. Généralement, quand on fait de la photo, enfin, on estime qu'elle est là pour restituer le ou une partie du réel. Moi, je voulais essayer d'aborder ce problème d'une manière un peu différente. Il est vrai que j'ai pris le thème de la voiture, et quand on décide de faire une photo de voiture, généralement, quand elle se déplace, la voiture est floue et le paysage reste net. C'était une forme de constante du réalisme en photographie. Je voulais savoir ce que ça pouvait rendre quand on photographiait la mobilité vue par mon prisme. Et donc j'ai essayé de monter quelque chose d'un peu spécifique, je dirais d'une certaine manière un peu étrange, dans la mesure où la voiture est floue et le paysage est flou, donc c'est quelque chose d'un peu improbable en termes de prise de vue. Je dirais, pour m'en tirer par une pirouette, on dirait que Parménide est au volant et que j'ai fait une présentation de l'automobile. Et par ailleurs, il y a un élément qui me tenait particulièrement à cœur, c'était de faire en sorte que ces images soient d'une certaine manière irreprésentables. Et donc, elles sont dues, c'est ce qui forme cette fiction, et que la friction allait en fait dans le rapport au support qui a été un peu malmené. Voilà. Ces voitures ne sont pas habitées. Elles sont sans conducteur, sans pilote. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un dépouillement qui donne priorité à la voiture qui te paraît finalement plus importante que l'individu, ou est-ce que c'est une sorte d'anticipation sur une voiture sans conducteur? Puisqu'on est dans le cadre fictionnel, c'était de faire effectivement des images un peu improbables. Bon, c'est vrai, une voiture sans conducteur, on sait que ça peut exister et que ça va exister dans les temps, j'allais dire futurs, mais qui sont finalement très proches. Mais là, c'était vraiment un jeu de mise en scène de ma part. Alors, quand on regarde les voitures que tu as choisies, bon, on voit des américaines des années, je dirais du milieu des années 50 à la fin des années 60, en gros. Donc, à une époque où il y avait quand même une certaine surabondance de chrome, un choix de couleurs très hardi. Et donc, comment tu te situes par rapport à ce choix? Ben là, en fait, je crois que c'est vraiment un parti pris esthétique. C'est que je considère que d'une certaine manière, la technologie de l'époque était, et là, concernant les voitures américaines, correspondait réellement au paysage des grands espaces américains. Maintenant, on voit malheureusement, à mon avis, aux États-Unis, une technologie avancée, donc qui est effectivement très rassurante pour les conducteurs, mais qui fait peu rêver d'une certaine manière quant aux formes élaborées. Et là, je dirais, j'ai pris ces voitures des années 60, parce que d'une part, je les trouvais intéressantes, deuxièmement, en adéquation au paysage, et troisièmement, ça me permettait, je dirais, métaphoriquement, de faire valoir ces grands oiseaux qui se posent sur les routes et qui permettaient quand même de découvrir ces espaces qui sont absolument gigantesques. Alors, en ce qui concerne les paysages en arrière-plan, tu as tantôt des zones désertiques, tantôt des endroits où on peut déceler une activité. Alors en fait, qu'est-ce qui a motivé ces choix? Est-ce que c'est purement esthétique ou est-ce que ça renvoie à des univers qui te sont chers? On croit découvrir un terrain d'aviation, peut-être l'exploitation. Enfin, en fait, après, oui, ça c'est un mix, c'est-à-dire que bon, effectivement, il y a une voiture, on a l'impression qu'elle est derrière ou posée sur un terrain d'aviation. Bon, je dirais, c'est dans ma mythologie personnelle. Bon, c'était un petit clin d'œil à Zabriskie Point d'Antonioni. Bon, c'est pour ça qu'il y a d'une manière incongrue cet avion qui apparaît en second plan. Bon, je veux dire, toutes ces images sont parsemées de petites anecdotes, mais là qui me sont tout à fait personnelles. Dans une autre, on a par exemple les tunnels de Nancy Holt, voilà, donc c'est des choses qui m'amusaient de faire figurer dans ces images.